Avril 1457. Dans une grande salle de banquet de Valachie, 200 femmes nobles sont assises aux côtés de leurs maris. Les tables débordent de vin et de viande, les robes de soie froissent les bancs de bois, on célèbre Pâques, on rit, on porte des toasts. Personne ne sait qu'au lever du soleil, presque tous les hommes présents seront morts, empalés dans la cour, et que leurs femmes, filles de grandes familles élevées dans le confort et la protection, vont commencer une marche vers l'enfer. Parmi elles se trouve une jeune femme de 23 ans mariée depuis 2 ans, que les chroniques nomment Voer. Ses mains haines n'ont jamais porté autre chose qu'une coupe de vin, ni soulevé autre chose qu'un coussin de velours. Dans moins d'une semaine, ses mains ne seront plus que de la chair à vif, les ongles arrachés, la peau ouverte jusqu'aux os. Et ces mêmes mains traîneront des pierres sur une montagne pour construire un château pour l'homme qui aura fait tuer son mari. Ce soir-là, tout semble normal. Les boyards, la haute noblesse de Valachie, sont réunis dans le palais du nouveau prince Vlad. Ils portent leurs plus beaux habits, leurs épouses brillent de bijoux, leurs enfants courent entre les tables. Ils pensent assister à une fête de réconciliation. Ils ont tort. Au milieu du repas, Vlad se lève, calme, silencieux, et pose une seule question. Combien de princes avez-vous connus durant votre vie ? Des rires nerveux parcourent la salle. Même les plus jeunes nobles ont vu passer plusieurs souverains. Les plus vieux parlent de 20, parfois 30, tous trahis, tous renversés, tous assassinés. Vlad hoche lentement la tête et dit « Voilà le problème ». Les portes se ferment, les gardes entrent. En quelques minutes, les vieux boyards sont traînés dehors, et dans la cour, les pieux sont déjà prêts. On les empale un par un. Les cris montent contre les murs de pierre, puis taisent. Voer entend son beau-père supplier, puis plus rien. Mais pour les jeunes nobles et leurs familles, Vlad a prévu autre chose. Les femmes et les filles sont enchaînées ensemble, toujours vêtues de leurs habits de fête, le fer se referme sur leurs poignets trop serrés, la peau se coupe, une femme tombe, une autre aide à se relever. Avant de partir, Vlad les force à regarder. Leurs maris sont là sur les pieux, certains meurent vite, des autres lentement. Voer reconnaît son mari dans la forêt de Kor. Il est encore vivant, Idel l'appelle. Elle ne peut pas aller vers lui, elle ne peut pas détourner les yeux. Puis la marche commence. 50 kilomètres vers le nord, à pied, à travers la boue, les forêts, la pluie, sans nourriture, sans repos. Des femmes qui n'avaient jamais voyagé autrement qu'une carrosse marchent pieds nus sur la pierre. Certaines tombent tournant le premier jour. Les gardes ne s'arrêtent pas. Ils les traînent. Quand cela devient trop lent, ils les abandonnent et les loups se chargent du reste. Quand elles arrivent enfin aux ruines du château de Poenari, Vlad les attend et leur dit « Vous allez reconstruire cette forteresse avec vos mains. » Les chroniques racontent qu'elles ont travaillé pendant des mois. Les robes de soie furent l'un les premières à disparaître, déchirées par la pierre, trempées de sang, pourries par la pluie, puis les sous-vêtements. Bientôt il ne resta plus rien pour couvrir leur corps. 200 femmes nobles exposées au soleil et au froid portant des pierres à mains nues. Les mains de Voer se fendent le 3e jour. La 2e semaine, elle ne sent plus rien. À côté d'elle, une comtesse qui n'avait jamais porté autre chose qu'une aiguille à broder glisse et tombe du haut de la falaise, son corps disparaît dans les rochers. Personne n'a le droit de s'arrêter, personne n'a le droit de regarder. La nuit, elles dorment sur la pierre nue sans couverture ni abri. Elles se serrent les unes contre les autres comme des animaux pour ne pas mourir de froid. Certaines ne se réveillent pas, leurs corps sont traînés à l'écart et le travail continue. Elles mangent ce que les gardes jettent. Des restes, des os avec un peu de viande, elles boivent l'eau des flaques. Celles qui avaient autrefois des serviteurs pour leur verser du vin se battent maintenant pour de l'eau boueuse. Certaines meurent d'épuisement, d'autres tombent des falaises. Quelques-unes s'assiedent et refusent de bouger et sont battues à mort. Celles qui tentent de fuir sont rattrapées et empalées devant les autres pour rappeler que la mort ne sera jamais une libération facile. Quand le château est enfin terminé, seules quelques femmes sont encore en vie. Elles sont gardées comme servantes dans la forteresse qu'elles ont construite avec leur sang. Leurs titres ont disparu, leurs familles sont mortes, elles passeront le reste de leur vie à monter les mêmes escaliers qui ont détruit leur corps. Mais le pire n'est pas là, car Poenari n'est pas une punition, c'est un spectacle. Vlad voulait que chaque famille noble de Valachie sache ce qu'il faisait aux femmes de ses ennemis. Il voulait que chaque épouse regarde son mari et se demande s'il tombe est ce que je serai la prochaine. Les femmes de Poenari n'est pas seulement des victimes, elles étaient un message, et le message a été reçu. Mais Vlad ne s'est pas arrêté là, car pour lui, construire un château était le châtiment réservé aux femmes de traîtres. Et pour les femmes ordinaires, les règles allaient être encore plus terrifiantes. Car entre 1456 et 1462, être une femme en Valachie
ne signifiait pas avoir peur de la guerre ou de la maladie, mais avoir peur d'être remarqué, et c'est là que commence la vraie terreur. Après Poenari, la Valachie comprit que la terreur n'est pas un accident mais un système. Pour Vlad, la guerre ne se gagnait pas seulement contre des armées, mais contre des habitudes, des peurs, des regards, et surtout contre les femmes, car il croyait que les femmes étaient la fondation invisible de la société, et qu'en brisant cette fondation, on faisait tomber tout le reste. Entre 1456 et 1462, vivre en Valachie en tant que femme ne signifiait pas craindre la maladie ou la famine, cela signifiait craindre d'être vue, car être remarqué par le pouvoir pouvait être une condamnation à mort. Vlad répétait que la discipline commence dans les maisons, et que la désobéissance commence dans les foyers, et pour lui une épouse qui échoue n'est pas une faute privée mais un crime public. Les lois n'étaient pas écrites dans des livres, elles étaient écrites sur des corps. Un jour, selon les pamphlets allemands, un paysan marchait sur une route avec une chemise trop courte, ses jambes étaient visibles. Dans un autre pays, cela aurait été ridicule. En Valachie, cela devint une preuve. Vlad le fit arrêter et lui demanda s'il avait une femme. Elle, homme, répondit « oui ». Vlad dit alors « amène-la ici ». Elle arriva, une femme nommée Elinka, des mains fortes, une vie de travail, de cuisine, de nettoyage, de chant et de couture quand il restait du temps. Vlad la regarda comme on inspecte un animal et demanda pourquoi son mari marche comme un mendiant. « Est-ce qu'il n'y a pas de lin dans ta maison? Est-ce que tes mains sont cassées ?» Elle tenta d'expliquer que les enfants prenaient du temps, que la ferme demandait du travail, que les jours N n'étaient jamais assez longs. La réponse de Vlad fut immédiate et publique. Ce qu'ils lui firent dura des heures. Le village entier fut forcé de regarder. Quand cela fut terminé, ce qu'il restait de son corps fut élevé sur un pieu sur la place. Il resta là plusieurs jours. Puis Vlad trouva une autre femme pour le veuf et lui dit devant tout le monde « Assure-toi que sa chemise soit plus longue ou tu partageras son sort. » Voilà comment la loi fonctionnait en Valachie, non pas par des mots, mais par des exemples. Les femmes adultères s'étaient écorchées devant leur famille, leurs maris forcés de regarder. Les veuves qui se remariaient trop vite étaient empalées et exposées au carrefour. Les femmes accusées de ne pas tenir leur maison ou de déshonorer leur mari subissaient des châtiments que même les chroniques hésitaient à décrire. Un récit parle d'une femme accusée d'infidélité. Vlad ordonna qu'elle soit amenée sur la place. Ce qu'ils firent à son corps prit des heures. La foule fut forcée de regarder, puis ce qu'il restait fut hissé sur un pieu comme avertissement. Le message était clair, ton corps n'est pas à toi. Il appartient à ton mari, à ta famille, au prince. Et si tu échoues devant l'un d'eux, la punition sera au-delà de ce que ton esprit peut imaginer. Les femmes cessèrent de sortir de chez elles, sauf en cas de nécessité absolue. Les épouses vérifiaient obsessionnellement les vêtements de leur mari, terrorisées par un ourlet trop court ou un fil mal cousu. Les mères apprenaient à leurs filles que survivre signifiait une chose, devenir invisible. Ce n'est pas le règne d'une vampire, c'est le règne d'un homme qui avait compris que la manière la plus rapide de contrôler un peuple était de terroriser ses femmes. Certains diront que Vlad était un produit de son époque, mais même à cette époque de violence, ce qu'il fit se distinguait par sa précision et sa mise en scène. Et cette mise en scène n'est pas restée confinée à la Valachie. En hiver 1462, Vlad décida de porter son message au sud, contre l'Empire ottoman. Ilhen n'avait pas l'armée pour conquérir, mais Ilhen n'avait pas besoin de conquérir. Il voulait seulement que la peur voyage plus vite que ses soldats. Il traversa le Danube et passa de village en village. Ce qu'il laissait derrière lui n'est pas des garnisons, mais du silence. Dans une lettre adressée au roi Mathias de Hongrie, datée du 11 février 1462, Vlad écrivit avec la froideur d'un comptable que 2384 Turcs et Bulgares avaient été tués sans compter ceux qui avaient été brûlés dans leur maison ou dont les têtes N n'avaient pas été présentées. Des familles entières. Personne n'avait été épargné. Mais tuer n'est pas ce qui comptait le plus. Les survivants étaient rassemblés pour quelque chose de pire. Imagine un village sur le Danube après le passage des troupes. Les hommes qui ont résisté sont morts. Il reste surtout des femmes et des enfants. Ils pensent à l'esclavage. L'esclavage aurait été une forme de pitié. À la place, les pieux arrivent. Une mère sert sa fille. Les soldats ne les séparant pas. Vlad veut que les familles meurent ensemble. Le pieu n'est pas pointu. Il est arrondi, graissé, fait pour ne pas tuer vite, pour laisser le poids du corps faire le travail lentement, parfois pendant des jours. La mère voit sa fille être levée dans les airs. Elle entend des sons qui resteront dans sa tête jusqu'à sa propre mort, qui vient quelques minutes plus tard sur le pieu voisin. Quand les éclaireurs ottomans arrivèrent, ils trouvèrent ce qu'un chroniqueur appela une forêt d'empalés. Les corps étaient arrangés par taille, les familles ensemble. Certains étaient encore en vie, bougeant lentement dans le vent.
Et ce n'est pas un village. Vlad fit cela le long de tout le Danube. Des dizaines de villages, des milliers de corps. La rivière elle-même fut détachée sur des kilomètres. La peur avait maintenant une géographie. Au printemps 1462, la peur avait dépassé les frontières de la Valachie. Les villages le long du Danube étaient devenus des cimetières ouverts, et les rumeurs voyageaient plus vite que les armées. Les Ottomans parlaient d'une terre maudite, où les arbres portèrent des corps et où les rivières coulaient entre des cadavres. Vlad savait que la peur, une fois lancée, travaillait pour lui-même. Le sultan Mehmed, l'homme qui avait pris Constantinople et mis fin à un empire millénaire, décida de régler le problème lui-même. Il rassembla ce qui était alors la plus grande armée du monde, près de 100 000 hommes, et marcha vers le nord. Vlad N n'avait pas les forces pour affronter une telle puissance en bataille ouverte. Il avait autre chose. Il avait préparé le terrain. Près de Targoviste, l'armée ottomane ralentit, puis S arrêta. Les soldats de L avant, garde commencèrent à crier. Certains reculèrent, autres tombèrent à genoux. Quand le sultan avança pour voir ce qui avait brisé ses troupes, il vit un champ qui s'étendait sur presque 1 kilomètre de long et plusieurs centaines de mètres de large. Dans ce champ se dressaient des pieux de toute taille. Et sur ces pieux, environ 20 000 corps, des hommes, des femmes et des enfants, souvent des familles entières ensemble. Certains étaient là depuis des semaines, pourris au point de n'être plus reconnaissables. Des autres étaient sans, encore humides de sang. Quelques-uns étaient encore en vie, leur corps bougeant lentement sous le soleil. Et l'odeur atteignit l'armée avant même la vue. Des soldats endurcis par des années de campagne vomirent sur place. Le chroniqueur byzantin Laonikos Chalkondyle écrivit que C était un spectacle si terrible que même les Turcs et le sultan restèrent figés. Mehmed regarda ce champ de mort et comprit que Vlad ne se battait pas pour gagner une guerre, mais pour rendre la guerre impossible. Il aurait pu avancer, il avait les hommes, il avait les armes, mais chaque pas aurait signifié traverser un océan de cadavres et expliquer à ses propres soldats que ce genre de monde les attendait de l'autre côté. Il fit demi-tour. La plus grande armée du monde repartit sans combattre. Vlad avait gagné, et la victoire avait été payée avec les corps de milliers de mères et de filles. Les femmes restèrent sur leurs pieux, certaines encore en vie. Personne ne vint les sauver, personne ne vint les détacher. Leur mort n'était pas une tragédie à pleurer, mais un message à lire. Dans les villages, les survivants comprirent ce que signifiait résister. La terreur avait fonctionné. Mais il y avait encore une femme dans cette histoire, la plus proche de Vlad, et son destin fut peut-être le plus tragique de tous. Elle n'a pas de nom dans les chroniques. On la connaît seulement comme la première épouse de Vlad. Elle avait vécu dans un château construit par les mains de femmes mortes, dans un monde gouverné par des pieux et des cris. Au printemps 1462, alors que les Ottomans se retiraient, un autre danger approchait. Le frère de Vlad, Radu, avançait avec une armée soutenue par les Ottomans. Leur objectif était le château de Poenari, la même forteresse que Voer et les autres femmes avaient construite. Elle, l'épouse de Vlad, se tenait sur les remparts. En dessous, la rivière Arges coulait entre les rochers. Derrière elle, le château bâti sur des os. Devant elle, une armée portant des étendards ennemis. Elle savait ce qui arrivait aux femmes capturées, les harems, l'esclavage, une vie de dégradation. Mais elle savait aussi ce que son propre mari faisait aux femmes. Elle avait vu les pieux. Elle avait entendu les cris. Elle avait marché dans les couloirs d'un château construit par la souffrance. Elle était prise entre deux formes d'enfer. Selon la légende, elle se tourna vers ses serviteurs et dit qu'elle préférait être mangée par les poissons de l'Argès que de devenir prisonnière des Turcs. Puis elle sauta. Son corps tomba pendant de longues secondes et disparut dans l'eau. La rivière porte encore aujourd'hui un nom qui rappelle cet acte, la rivière de la Dame. Vladès échappa par un passage secret. Il passa les années suivantes prisonnier en Hongrie, puis revint, se remaria et mourut finalement au combat en 1476. Sa tête fut envoyée à Constantinople et exposée sur un pieu. Elle, homme qui avait vécu par le pieu, mourut par le pieu. Mais sa femme avait déjà choisi une autre sortie. Pourtant, l'histoire ne se termine pas avec la mort de Vlad. Elle continue dans les vies brisées qu'il a laissées derrière lui. Voer, qui a construit un château jusqu'à ce que ses mains ne soient plus que des os, et Linka, détruite pour une chemise trop courte. Les milliers de mères du Danube, empalées à côté de leurs filles, et une épouse sans nom qui a choisi une rivière plutôt qu'un monde sans issue. Ce ne sont pas des personnages secondaires, ce sont elles le vrai prix de ce règne. Mais l'histoire a fait autre chose. Elle a transformé Vlad en légende. Elle lui a donné une cape, des crocs, une éternité romantique. Hollywood a créé un monstre séduisant. La réalité a produit un homme qui utilisait les corps des femmes comme du parchemin pour écrire ses messages de pouvoir. Et voici la vérité la plus inconfortable. Cela a marché. Pendant 6 ans,
Un petit pays a tenu tête au plus grand empire du monde, non par la diplomatie, non par le génie militaire, mais par une cruauté si totale, si théâtrale, si ciblée sur les femmes et les familles, que même le sultan N n'a pas pu la supporter. Vlad a prouvé quelque chose de terrible sur le pouvoir, qu'il existe un niveau d'horreur si extrême qu'il devient une forme de force, que la manière la plus rapide de briser ses ennemis n'est pas de détruire leurs armées, mais de détruire les femmes qu'ils aiment. Et la question n'est pas de savoir si Vlad était mauvais. L'histoire est pleine d'hommes qui ont tué plus. La vraie question est pourquoi nous en avons fait un personnage romantique? Pourquoi nous lui avons donné des châteaux et des chandelles au lieu de pieux et de cris? Pourquoi nous avons oublié les noms de celles qu'il a détruites? Aujourd'hui, des touristes montent les 1480 marches qui mènent au château de Poenari. Ils s'arrêtent pour reprendre leur souffle, ils prennent des photos. Ils sourient, ils achètent des souvenirs avec le visage de Dracula imprimé dessus. Ils écrivent des messages sur les réseaux à propos de vampires et de mystères. Ils ne savent pas qu'ils marchent sur un charnier. Les pierres sous leurs pieds ont été portées par Vouer et par des femmes dont les robes de soie ont pourri pendant qu'elles travaillaient. Des mères ont vu leurs filles tomber des falaises et n'ont pas eu le droit de s'arrêter. Chaque marche est un morceau de souffrance. Chaque photo est prise sur une tombe. Chaque sourire existe dans un lieu où des femmes ont crié jusqu'à ne plus pouvoir crier. Hollywood a donné des crocs et du romantisme. Histoire a donné des pieux et du silence. Maintenant, la différence est claire. Mais Vladen n'a pas été le seul à comprendre le pouvoir de la cruauté dirigée contre les femmes. Bien avant lui, des empires avaient déjà perfectionné cette méthode. Et il y en a un qui a laissé une trace si terrible que même les crimes de Vlad paraissent presque limités en comparaison. Des siècles avant Dracula, un empire venu des steppes a montré au monde ce que signifiait détruire non seulement des villes, mais des peuples entiers, les Mongols. Quand ils arrivèrent à Bagdad, ils ne vinrent pas seulement pour conquérir, ils vinrent pour effacer. Les chroniques parlent de rivières noires d'encre et rouges de sang. La famille royale fut massacrée. Les femmes de la cour furent traitées non comme des prisonnières, mais comme des messages. Ce que les chroniqueurs racontent est trop violent pour être répété en détail, mais le principe est le même que celui de Vlad. Briser les femmes pour briser les hommes, briser les mères pour briser les enfants, briser la mémoire elle-même. Vladen n'a pas inventé cette horreur, il l'a comprise et il l'a utilisée avec une précision presque scientifique. Et c'est cela qui le rend encore plus effrayant. Il n'était pas fou, il était lucide, il savait exactement ce qu'il faisait et pourquoi il le faisait. Il savait que la peur dure plus longtemps que les armées. Il savait que les cicatrices sur les corps deviennent des histoires racontées pendant des générations. Et il savait que rien ne marque un peuple aussi profondément que la souffrance infligée à ses femmes. C'est pour cela que son règne N n'a pas été un simple épisode de violence médiévale, mais une démonstration de pouvoir par la terreur. Pourtant, quand on parle de Vlad au jour 8, on ne parle presque jamais de Vouer. On ne parle presque jamais de Helinka. On ne parle presque jamais des mers du Danube. On parle d'un vampire, d'un personnage fictif, d'un monstre élégant. Nous avons remplacé la réalité par un conte. Nous avons transformé un bourreau en icône culturelle. Et pendant ce temps, les vraies victimes sont devenues des chiffres, des lignes dans des livres, des ombres dans des notes de bas de page. C'est plus confortable ainsi. Il est plus facile d'aimer un monstre imaginaire que de regarder en face ce qu'un homme réel a fait à des femmes réelles. Mais l'histoire ne devrait pas être confortable. Elle devrait déranger. Elle devrait forcer à se souvenir. Vouer mérite d'être rappelé. Ses mains ont saigné pour qu'un tyran ait un château. Helinka mérite d'être rappelée. Elle est morte pour une chemise trop courte. Les mères du Danube méritent d'être rappelées. Elles ont tenu leur fille pendant que les pieux montaient. Et une femme sans nom mérite d'être rappelée. Elle a choisi une rivière plutôt qu'un monde sans choix. Elles n'ont pas choisi cette histoire. Elles n'ont pas choisi de devenir des exemples, des avertissements, des messages. Mais elles le sont devenues. Et la moindre des choses est de dire leur nom quand c'est encore possible. Vlad était mort. Sa tête a été exposée. Son corps a disparu. Mais sa légende, elle, a survécu. Et peut-être cela le dernier échec. Nous avons gardé le monstre et oublié les victimes. Nous avons fait des films, des livres, des jeux. Nous avons vendu son visage sur des t-shirts. Et pendant ce temps, le château de Poenari reste là, debout, visité, photographié, gravi par des milliers de personnes qui ne savent pas ce qu'il a coûté. Chaque pierre est un morceau de chair, chaque mur est un cri figé. Chaque marche est un souvenir qu'on a décidé de ne plus entendre. Et pour cela que cette histoire devait être racontée autrement, pas du point de vue du bourreau, mais du point de vue de celles qui ont payé le prix. Parce que l'histoire se souvient toujours des monstres, mais elle oublie presque toujours les victimes. Et tant qu'on continuera à oublier, on continuera à fabriquer des légendes à partir de charniers.